Ousmane Dieng. Je suis agent de développement au sein du pôle économique social et j'ai été recruté il y a cela 4 mois. Donc, je serai accompagné aujourd'hui de M. Claude Lussier qui va nous parler de son expérience au courant de la deuxième partie de cette rencontre. Donc, Claude Lussier, c'est un passionné des questions liées à l'environnement, plus particulièrement le développement durable. Donc, il va nous entretenir pendant 30 minutes sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est quoi le développement durable? Donc, autant que faire se peut, on tentera de démystifier ce concept. Donc, pour la première partie de cette rencontre, je vais vous faire une présentation de ce concept. Je vais essayer de montrer les jalons qui ont fait émerger ce concept, les origines, c'est-à-dire les constants qui ont fait émerger ce concept. Et en deuxième partie, je vais définir ce concept. Et en troisième partie, je vais entretenir avec vous les dimensions sur lesquelles se repose ce concept et terminer par les objectifs du développement durable. Donc, sans pour autant tarder, je vais partager mon écran pour faire une petite présentation de ce qu'est le développement durable. Et la deuxième partie de cette rencontre va être animée par Claude Lussier qui va nous entretenir sur son expérience par rapport à ce concept. Donc, je vais partager mon écran. Okay. Excusez-moi. Oh, je vais prendre ça. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK. Donc, je vais essayer de le mettre en mode paysage. Ça apparaît en mode paysage? OK. Donc, le développement durable, c'est quoi? Donc, avant de définir même le terme de développement durable, qui est un concept chargé, donc quand on parle de développement durable, on fait allusion à développement, mais aussi à la durabilité. Donc, je pense qu'il est nécessaire de définir le terme de développement avant de passer au développement durable. Donc, développement, à ne pas confondre croissance, qui veut dire un changement quantitatif ou l'évolution de PIB. Par exemple, si on parle de croissance d'un pays, comme si on prend la Chili, qui a un taux de qui a un PIB de 10 milliards en 2012 et qu'en 2013, il se retrouve à 13 milliards. Donc, on dit qu'il a connu une croissance, par exemple, de 1% de son niveau de PIB. Donc, quand on parle de croissance, on fait allusion à des éléments quantitatifs. Par contre, si on parle de développement, on prend l'aspect quantitatif, mais aussi l'aspect qualitatif. Donc, dans sa définition simple, on peut dire que le développement, c'est un changement d'état, un accroissement des richesses, une évolution des conditions de vie d'une population sur un territoire. Donc, quand on parle d'accroissement des richesses, on parle de croissance, et l'amélioration des conditions de vie, on parle des aspects qualitatifs. Donc, pour une population sur un territoire déterminé. Donc, pour mesurer le développement, on se base principalement sur des indicateurs, parmi lesquels on peut citer le PIB, donc qui est le produit intérieur brut, donc qui est l'ensemble des richesses générées dans un pays au courant d'une année. On peut aussi utiliser l'IDH,
qui est l'indice de développement humain, qui est un indicateur qui a été proposé par l'ONU, donc qui étudie les éléments quantitatifs comme le revenu par habitant, mais aussi des éléments qualitatifs comme le niveau de scolarisation d'un pays, l'espérance de vie à la naissance et tant d'autres points. Il y a aussi l'IPH, donc qui est l'indice de pauvreté humain, qui est aussi un indicateur pour mesurer le niveau de développement du pays, donc qui est un indice qui permet de voir la population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté dans un pays. Donc, il y en a d'autres indicateurs qu'on pourrait citer, mais on peut se limiter par ces trois-là qui sont les plus utilisés. Mais toutefois, ces indicateurs, ça présente des limites. Par exemple, si on veut comparer un pays à un autre, on ne peut pas se baser uniquement sur un indicateur. Par exemple, les États-Unis peuvent présenter un PIB plus élevé que, par exemple, la Chine. Mais si on essaie seulement de se limiter sur cet indicateur pour comparer les deux pays, on risque de se retrouver dans l'erreur. Donc, ce qui veut dire que les indicateurs présentent des limites, mais aussi on ne peut pas prendre un seul indicateur pour mesurer le niveau de développement du pays. Donc, il faut prendre plusieurs indicateurs pour voir tel pays ou bien tel pays est développé ou bien tel pays est plus développé que l'autre. Donc, après avoir défini le terme développement, donc on va aller directement sur c'est quoi le développement durable. Donc, avant de définir même le développement durable, il faut dire que le terme, c'est des constats, des inquiétudes, mais aussi des questionnements qui ont fait émerger ce concept. Et parmi ces questionnements qui ont fait émerger ce concept, il y en a trois. Donc, il y en a d'abord la forte croissance démographique. Actuellement, on est 7 milliards d'habitants sur la planète. Et en 2050, nous serons 9 milliards d'habitants. Donc, ce qui veut dire qu'à 9 milliards, les besoins en eau, les besoins en énergie, les besoins en l'accès à la santé, à l'éducation, à la nourriture, en énergie vont augmenter. Tandis que les ressources dont dispose la planète sont limitées. Donc, il y a lieu de se poser comment nourrir une population de 9 milliards en 2050 si on sait que les ressources naturelles dont nous disposons sont limitées. Donc, comme le disait Thomas Malthus, qui disait que la population augmente à un rythme géométrique, tandis que les ressources augmentent à un rythme arithmétique. Donc, l'augmentation de la population est plus rapide que l'augmentation des ressources. Donc, ce qui fait poser des questions sur comment nourrir une population de 9 milliards en 2050. Donc, ça, c'est le premier constat. Comme deuxième constat qui ont fait émerger ce concept, il y a la forte croissance démographique. Il y a la forte croissance économique, excusez-moi. Donc, depuis l'avènement de la industrielle et des inégalités, parce que les richesses mondiales sont détenues par une infime partie de la population. Donc, il y a des raisons de se poser des questions sur comment assurer un progrès économique et réduire les inégalités. Donc, c'est ce constat aussi a fait émerger ce constat. Comme troisième constat, il y a les perturbations environnementales. Tantôt, je parlais de développement économique. Donc, qui parle de développement économique parle de développement des industries. Les industries minières, les industries de production. Donc, ces industries ont un fort impact sur l'environnement. Mais aussi, on sait que l'activité humaine aussi, de manière générale, a des impacts sur la nature. Donc, il y a des raisons aussi de se poser des questions sur comment protéger la biodiversité qui est en perte. Parce que on parle de certaines espèces animales qu'on voyait depuis des années, mais qu'on ne voit plus maintenant. Donc, comment protéger la biodiversité, c'est-à-dire la flore, mais aussi la faune.
mais aussi comment lutter aussi les changements climatiques, parce que on parle actuellement de augmentation des gaz à effet de serre et changement climatique. Donc, comment inverser cette tendance-là pour limiter l'impact des activités humaines sur sur l'émission des gaz à effet de serre. Donc, ces trois constats ont fait émerger ce concept, c'est-à-dire le premier constat, l'augmentation au regard du fait que la population augmente alors que les ressources n'augmentent pas au même rythme de l'augmentation de la population, mais aussi au regard aussi du fait qu'il y a de fortes inégalités, donc le développement du capitalisme et les inégalités dans l'accès aux services sociaux de base, à l'accès à l'éducation et tout, mais aussi le fait qu'au regard aussi du fait que notre planète est menacée par la perte de la biodiversité. Donc, face à cette situation, là, il y a un célèbre expert qui disait que la maison brûle. Donc, quand il parle de la maison, on parle de la planète. Donc, notre planète brûle. Donc, comment devons faire? Nous mettons de l'huile sur le feu ou bien nous regardons ailleurs? Donc, c'est une question épistémologique qu'on devrait se poser. Donc, c'est quoi notre désir pour notre humanité? Donc, face à cette situation, il y a aussi des événements qui ont fait réagir les autorités. Si je veux parler des autorités, je fais allusion aux experts sur notre devenir de la planète. Donc, parmi ces événements, il y a la catastrophe de Seveso et la catastrophe de Tchernobyl, donc qui sont des usines, comme si je prends le Tchernobyl, qui a été la catastrophe le plus remarquable au XXe siècle. Donc, c'est une industrie qui fabriquait des armements, donc qui était explosée en 1986. Et ça a fait des énormes dégâts sur l'environnement, mais aussi sur le plan économique et sur le plan social. Mais aussi, face à ces situations, aussi la responsabilité d'agir se fait voir de plus en plus. Donc, de plus en plus, des mythes commencent à tomber. Parmi ces mythes, il y a la croissance continue. Donc, tout le monde sait qu'une croissance continue ne peut pas émerger plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de perturbations sur notre environnement. Mais aussi, il y a le mythe de l'inépuisabilité des ressources naturelles. Donc, pendant longtemps, on pensait que les ressources naturelles sont à notre disposition, donc on peut l'utiliser comme nous le voulons. Donc, cette mythe commence à tomber face à cette situation. Mais aussi le mythe que la nature est capable d'absorber toutes les perturbations et que la science et la technologie est salvatrice de tous les maux, donc commence à tomber aussi. Donc, on est de plus en plus conscient qu'il faut agir, il faut faire quelque chose pour sauver notre planète. Donc, de fil en aiguille, en 1980, précisément en 1987, voit le jour le terme de développement durable, qui veut dire que donc c'est même une femme médecin du nom de Gro-Harlem Brundtland, d'où vient ce concept. Donc, c'est elle qui avait présidé la Commission mondiale pour l'environnement et le développement des nations en 1983 et 1986. Donc, dans son rapport sur notre avenir en commun, il parlait de développement soutenable, qui fait allusion au développement durable. Donc, dans sa définition du rapport, on définit le développement durable comme la capacité à répondre aux besoins du présent sans compromettre celles des générations futures à répondre aux leurs.
Donc, donc c'est un développement qui pense au présent, mais aussi qui pense au futur. Donc, parce que pendant longtemps, les objectifs de développement se fixaient sur une année ou bien sur 2 années. Mais avec le développement durable, les objectifs sont beaucoup plus lointains. Donc, on parle ici d'une cohorte. Donc, les objectifs sont fixés sur 25 ans, 50 ans et 75 ans. Donc, on fait référence aussi à l'équité intergénérationnelle. Parce que la planète dont nous vivons, nous avons hérité de nos parents, donc on doit le rendre saine à nos enfants. Donc, le développement durable se repose sur 3 piliers, parmi lesquels il y a le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Donc, pour le pilier environnemental, ça vise à assurer la santé, la sécurité de toute la communauté humaine, mais aussi préserver les écosystèmes marins, les écosystèmes aquatiques. Donc, tout ce qui est écosystème, flore et faune, donc, ça vise à le préserver. Donc, le deuxième pilier vise à assurer une équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes, de tous les hommes, l'essor des communautés, mais aussi le respect de la diversité. Donc, pendant longtemps, les politiques, dans la manière d'intervenir, les décisions se faisaient du haut vers le bas, c'est-à-dire c'est les instances gouvernementales qui prenaient les décisions et ça trébuchait sur les acteurs de développement. Maintenant, avec l'équité sociale, donc l'essor des communautés et l'espèce de la diversité, c'est-à-dire les décisions se prennent du bas vers le haut. Donc, il y a aussi l'efficience économique, donc créer une économie innovante, prospérer écologiquement et socialement responsable. Donc, on parle ici d'économie verte. Donc, on peut dire que le développement durable, ça concilie à la fois le développement économique, donc qui est un progrès de toutes des entreprises, mais aussi un développement social qui lutte contre toutes sortes d'inégalités et un développement aussi environnemental, c'est-à-dire tout ce qui est en les rapports avec l'écologie, la préservation de la biodiversité, c'est-à-dire la flore et la faune. Donc, ça conduit aux entreprises à être souverains économiquement, mais aussi responsables. Et quand je parle de responsabilité, je parle de responsabilité environnementale et responsabilité sociale. Donc, le développement durable aussi se fixe 17 objectifs. On les appelle des ODD. Mais avant même de revenir sur ces ODD, en 15 ans en arrière, c'est-à-dire en 2000, il y avait les ODD qui ont été lancés, mais qui étaient spécifiquement réservés aux pays sous-développés. Maintenant, à la différence des ODD, donc c'est des objectifs qui portent sur tous les secteurs d'activité, donc qui regroupent aussi 193 pays qui se donnent une vision du monde. Donc, ça parle de l'économie, ça parle de social, ça parle de l'éducation, la santé, la réduction de la pauvreté, donc les partenariats sur une industrie innovante. Donc, tous les secteurs d'activité, ces 17 objectifs sont visés. Donc, la particularité de ces ODD, c'est que, bon, par exemple, un ministère de l'économie peut travailler avec, par exemple, le ministère de l'Environnement. Donc, il y a une interconnexion entre ces 17 objectifs-là. C'est-à-dire,
Le ministère aussi de la Santé va travailler avec le ministère de l'Environnement. Et aussi, la particularité aussi qu'il y a du financement qui est disponible pour financer, pour appuyer tous les projets allant dans ce sens-là. Donc, c'était tout pour ma présentation d'aujourd'hui. C'était juste une petite introduction pour donner la parole à M. Claude Lussier, donc, qui est un expert sur ces questions-là liées au développement durable, donc qui va nous parler de sa compréhension sur ce concept, mais comment il applique aussi au quotidien. Donc, si on sait que lui a eu à travailler dans beaucoup d'instances dans lesquelles il faisait la promotion de son concept. Donc, on va laisser la parole à M. Claude Lussier, qui va nous entretenir avec nous pendant 15 à 20 minutes, ou 30 minutes sur ce sujet. Donc, par la suite, on va passer à l'étape des questions. Merci. Bon, ben d'abord, merci de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Ousmane, tu pourras enlever ta présentation, ton portage, s'il te plaît. Pardon, Adam? Non, je demandais à Ousmane d'enlever sa présentation pour qu'on puisse tous se voir. Oui, OK, c'est parfait. Puis moi, je m'excuse d'emblée. J'aurais aimé vous préparer un beau PowerPoint comme Ousmane l'a fait. Malheureusement, je n'en ai pas eu le temps. Deuxième petite correction, je ne suis pas un expert en développement durable. Je suis un passionné de développement durable. J'applique le développement durable dans tous mes projets, mais je n'ai pas étudié en développement durable. Moi, à la base, j'ai un DEC en protection de l'environnement du Cégep de Saint-Félicien. J'ai une attestation d'études collégiales en coopération interculturelle, quelques micro-programmes de l'Université Laval, agriculture bio, technologie alimentaire, gestion des espaces verts, puis plein d'autres formations, là, de petites formations là, de toutes sortes en gestion administrative, en gestion de coop, en développement local, en toutes sortes de trucs. Mais je n'ai aucune prétention d'être un expert en développement local. Là. Si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler d'une passion que j'ai développée au fil des années, entre autres par mes expérimentations terrain. Comme je vous ai dit, j'ai étudié en coopération interculturelle au Cégep de Rivière-du-Loup avec un stage au Mali. Et c'est mes contrats de coopération internationale que j'ai faits qui m'ont introduit au développement local et qui m'ont amené cette passion-là vraiment. Le premier projet où j'ai travaillé au Mali, c'était un projet contre l'avancée du désert. Il fallait travailler avec les municipalités du nord du Sahel pour établir des bosquets villageois, des digues anti-érosion dans les champs pour l'érosion hydrique et une barrière, là, ce qu'appelait la barrière verte du Sahel, là, qui allait de Mauritanie jusque presque en Égypte là, pour contrer l'avancée du désert. Et c'est là qu'est née ma passion du développement local. Puis où ça l'a poussé beaucoup, cette passion-là, c'est quand je suis allé travailler en Guinée-Bissau, qui est un projet de parc national. Normalement, en Afrique, quand on faisait des parcs de conservation naturelle, on expropriait les gens des villages qui étaient à l'intérieur du parc, qui souvent, les gens étaient des chasseurs, cueilleurs ou agriculteurs ou éleveurs et éleveuses. Là, on peut tout mettre au féminin, ce que je viens de dire aussi. Et ces gens-là étaient expropriés et souvent, c'est même allé dans plusieurs cas jusqu'à la guerre civile parce que là, l'armée essayait de ressortir le monde, qui essayait de retourner sur leur lieu de chasse, de cueillette ou de culture ou d'élevage. Et le concept du parc de Dolombie en Guinée-Bissau était un nouveau concept de garder les gens à l'intérieur du village. Il y avait 42 ou 43 villages à l'intérieur du parc. Et moi, mon travail, c'était de travailler avec ces gens-là pour trouver des projets
qui allait leur permettre de bien vivre, mais en même temps qui était pour respecter les critères de développement et de conservation de la nature du parc. Donc, c'est vraiment là que comme je vous dis, là, que ma passion s'est énormément approfondie parce que là, ça a été un travail très serré avec les populations pour faire des diagnostics participatifs parce que moi, je pense que le développement durable doit partir d'une évaluation faite avec les gens sur place, les gens concernés. Souvent, on va faire un projet de développement durable, on va tirer ça dans un endroit, puis les gens de l'endroit, ils sont tous surpris que ce projet-là se fasse là. Les gens ne veulent pas du projet et tout ça. Fait que ça a beau être un projet qui respecte les critères du développement durable, mais selon moi, la base, c'est que si un projet s'installe à un endroit, il faut que ça réponde à un besoin. Puis je vais vous revenir sur ce concept-là tantôt qui est intéressant aussi. Alors, ce projet-là en Guinée-Bissau était tout à fait comme ça. C'était un diagnostic participatif de chacune des municipalités pour voir c'était quoi leurs besoins. Ce qui en est ressorti, c'est que les gens voulaient faire du tourisme. C'est un parc national. Donc, la chasse sportive, la pêche sportive, et tourisme d'aventure et tourisme photographique. Donc, on a monté plusieurs coopératives de jeunes qui étaient des guides pour travailler là-dessus. Puis, on avait monté aussi une coopérative pour des pêcheurs parce qu'il y avait un fleuve qui traversait ce parc-là. Donc, tous les projets qui ont été montés à l'intérieur du parc étaient vraiment collés, très collés sur le concept de développement durable. Donc, c'était des projets qui respectaient l'environnement, donc aussi les critères, là, comme je disais, de conservation de la nature des parcs, l'économie et un grand respect pour les gens, comment on peut répondre à leurs besoins. Après ça, je suis allé au Nicaragua travailler sur un autre projet un peu semblable qui était de travailler avec tous les villages du département de Madrid. Il y avait là aussi 40 quelques villages là, dans le département. Puis c'était un peu le même principe, faire le tour des villages, parler avec les groupes de jeunes, les groupes de personnes âgées, des groupes de femmes, des retraités, pour essayer de voir un peu toutes les facettes là, des besoins qu'on pouvait répondre, des besoins des populations locales qu'on pouvait répondre avec des projets qu'on mettait en place. Fait que ça a été encore là un beau push pour ma passion. Puis depuis que je suis revenu du Nicaragua, ben, je suis venu m'installer en Méganie. Et en Méganie, depuis que je suis ici, je ne fais que du développement durable. Ça a commencé avec la coop Le Grenier Boréal, qui est un projet qu'on a monté sur 3 ans. Moi, j'ai été là pendant 7 ans à la coop à développer cette coopérative-là. On est parti avec 2 employés le premier été. J'étais tout seul avec un étudiant dans le champ en plantant un brise-vent. On a monté ça à 11 employés. Là, je me souviens plus trop quelle année, là, 2000, peut-être 2017, on est monté à 11 employés dans l'été. Là, ça fait 2 ans que je suis à la coop. La coop existe toujours, elle est encore là. Moi, présentement, j'ai redémarré des projets parce que le développement durable, moi, c'est plus devenu, c'est plus juste une passion, c'est presque une maladie incurable. On dirait que je ne peux pas m'empêcher. Quand j'ai quitté la coop, je m'étais dit, bon, OK, je viens de passer 10 années de ma vie, là, 3 ans pour monter le projet, 7 ans pour mettre ça en place. Ça a été intense, ça a été difficile. On a eu beaucoup de défis à relever. Quand j'ai quitté la coop, je m'étais dit, OK, je vais prendre ça relax, je vais me trouver une petite job tranquille, puis tout ça. Ben non, je suis déjà rendu avec 3 entreprises. C'est la première fois que je fais des entreprises privées dans ma vie. Là, j'ai 3 entreprises privées qui roulent. C'est un défi, mais j'avoue que je m'amuse. Et là, je veux apporter quelque chose d'intéressant ici, c'est que même si je fais maintenant de l'entreprise privée, ce n'est pas des entreprises privées comme vous allez en connaître d'autres. Je reste un gars de développement local, je reste un gars de coop et je gère mes entreprises privées comme si c'était des coops. C'est certain que là, j'ai le pouvoir décisionnel au complet,
mais je ne prends jamais mes décisions seul. Mes employés sont toujours consultés avant et leurs idées sont vraiment prises en compte. Ça m'amène plus loin. Fait que ça reste que le développement durable n'est pas une chose de coop ou d'OBNL simplement. Ça se fait très, très bien aussi dans le privé. Donc, c'est ça. Pour la définition du développement durable, comme Ousmane l'expliquait tantôt, moi, je suis très à l'aise avec la définition de Mme Brundtland qui est sortie en 1987 du développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est la base, c'est d'une logique implacable. Le gouvernement du Québec a ajouté quelque chose d'intéressant à cette définition-là. Ils disent que le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales, économiques des activités de développement. Donc, le gouvernement du Québec a intégré les 3 piliers du développement durable dans la définition même, ce qui amène des précisions à cette définition-là. Je trouve ça très, très, très intéressant. C'est un concept à la mode, hein, le développement durable. Malheureusement, c'est souvent utilisé pour faire de l'éco-blanchiment, pour se donner bonne conscience, pour attirer des votes, la majorité du temps, pour l'acceptabilité sociale de projets inacceptables. Je vous dirais que l'inefficacité et l'échec d'un certain sens du développement durable tel qu'appliqué par les gouvernements, les grandes institutions, ben c'est pas très difficile à percevoir. On a juste à regarder ce qui se passe au niveau des changements climatiques, au niveau de la pauvreté dans le monde, au niveau des inégalités sociales grandissantes. Ça fait depuis 1987 qu'on parle de développement durable. Ça fait plusieurs décennies. Malheureusement, le terme est tellement galvaudé et utilisé à des fins électoralistes ou publicitaires là, que c'est pas. Je vous dirais qu'il n'y a pas, à date en tout cas, il n'y a pas. Puis là, je ne veux pas sembler pessimiste, là, mais je ne vois pas beaucoup de résultats probants de ce concept-là. C'est un peu préoccupant, je vous dirais, parce que le développement durable, c'est vraiment plein de pièges là-dedans. Si je reviens à ma définition, moi, du développement durable, il y a un livre super intéressant que je propose à tout le monde qui s'appelle « Vers une économie à 3.0 ». C'est zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone. C'est un livre de M. Younous Mohamed qui a été prix Nobel de la paix en 2006. Dans son livre, il parle de l'échec du capitalisme et de l'incapacité du système bancaire traditionnel de lutter contre la pauvreté. Et quand M. Younous a fait ce constat-là, ben, en 1976, ce monsieur-là a parti un projet de microcrédit qui s'appelle la Banque Grameen, la Grameen Bank au Bangladesh. C'est parti au Bangladesh. C'est un monsieur du Bangladesh, M. Mohamed. Et ce concept-là s'est étendu sur toute la planète. Je l'ai vu dans tous les pays où je suis allé. Il paraît même que c'est à New York. Et le concept est assez simple, c'est que c'est des tout petits prêts qui sont consentis principalement à des femmes parce qu'on se rend compte facilement quand on travaille en développement international, puis je m'excuse, messieurs, mais les femmes sont beaucoup plus sérieuses que les hommes en général pour ce qui est premièrement, de répondre aux besoins de la famille. Donc, de partir des petites entreprises viables économiquement qui vont vraiment augmenter le niveau de vie là, des familles en question. Alors, c'est des prêts souvent de quelques dizaines ou maximum de quelques centaines, quelquefois de quelques milliers de dollars pour permettre à des femmes de décoller des petites entreprises. Puis aussitôt que les entreprises roulent, et c'est là pour ça qu'ils ont choisi des femmes, c'est que le retour de ces argents prêtés-là, c'est presque du recouvrement à 100% avec les projets de femmes, alors qu'avec les hommes, ils avaient essayé, mais ils se sont rendus compte que le retour était beaucoup plus difficile.
Alors, c'est un outil incroyable de développement durable que cette Grameen Bank-là. Et c'est un bel exemple. Puis je vous le répète, lisez ce livre-là. C'est un livre marquant vers une économie à 3.0. C'est le livre qui m'a inspiré le plus et qui m'inspire encore aujourd'hui. J'ai même d'ailleurs recommencé à le lire il n'y a pas longtemps pour me rafraîchir la mémoire sur ces trucs. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça pousse le concept de développement durable encore beaucoup plus loin en faisant prendre conscience que selon le genre de projet qu'on fait, à la limite, ça peut sembler un projet de développement durable, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de pièges et dans ce livre-là, il relève les pièges et il donne les trucs pour ne pas rentrer dedans. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il faut faire une contre-économie avec du social business, là, des affaires sociales. Donc, avec des projets écologiques viables économiquement, équitables socialement, mais qui rendent service à la communauté par leurs produits ou leurs services. Puis tantôt, je vais revenir un peu sur quelques exemples de développement durable, là, mais douteux, disons. Une chose très importante pour moi dans le concept de développement durable, c'est qu'il faut avoir des indicateurs. Quand on monte un projet de développement durable, il faut se donner des indicateurs environnementaux, sociaux et économiques, qui sont les 3 piliers, bien entendu. Et l'important de faire un suivi dans le temps de notre projet pour voir si on a rencontré nos objectifs de développement durable. Puis si on les a rencontrés, tant mieux. Puis si on ne les a pas rencontrés, il faut être capable de réajuster le tir pour voir comment on va arriver à notre objectif de développement durable. Et ça, souvent, ça manque. Les gens vont dire qu'ils vont faire un beau projet de développement durable, puis tout ça, c'est beau, ils présentent le projet, ça semble vraiment un beau projet de développement durable. Là, après ça, on oublie le projet. Puis 2-3 ans après, le projet est devenu n'importe quoi, c'est plus dans le développement durable, mais tout le monde reste dans l'esprit que c'est un beau projet de développement durable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation régulière au fil des années, il n'y a pas eu de réajustement. Puis des fois, les gens qui sont sur le projet au début vont changer en cours de route, le projet dérive, puis il n'y a pas d'évaluation. Fait que les indicateurs, pour moi, là, c'est quelque chose. Tu n'as pas d'indicateur dans un projet de développement durable, tu ne peux pas appeler ça un projet de développement durable, ce n'est pas sérieux. Quand quelqu'un vous présente quelque chose comme ça, un projet de développement durable sans indicateur, vous pouvez tout de suite lever un fly rouge puis vous demander est-ce que c'est de l'éco-blanchiment ou est-ce qu'ils sont en train d'essayer de berner quelqu'un parce que pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on disait le développement durable. Excusez-moi, j'essaie de parler vite parce que j'ai beaucoup de choses à parler, mais j'essaie de réussir. Je regarde aller le temps et ça avance vite. Oui, ça avance vite. Trop, Claude. Pardon? Il n'y a pas de trop, Claude. Je sais que ça avance vite, puis je sais que tu aurais beaucoup de choses à dire. Donc, le développement durable, comme je disais, c'est un concept rempli de pièges. Puis là, loin de moi l'idée ce midi de faire de la politique, mais je pense que le développement durable est éminemment politique. Moi, je pense que les gouvernements néolibéraux de droite nous bernent en disant qu'ils font du développement durable. Peut-être pas tout le temps, mais la majorité du temps. L'objectif du gouvernement du Québec, selon le ministère de l'Environnement, là, ça dit qu'il faut repenser les rapports qu'entretiennent les êtres humains entre eux avec la nature et avec la nature est une aspiration que partage un nombre grandissant de femmes et d'hommes. Il pose un regard critique sur un mode de développement qui, trop souvent, porte atteinte à l'environnement et relègue la majorité de l'humanité dans la pauvreté. Le développement durable est issu de cette idée que tout ne peut pas continuer comme avant, qu'il faut remédier aux insuffisances d'un modèle de développement axé sur la croissance économique en reconsidérant nos façons de faire compte tenu de nouvelles priorités. Moi, je lis ça, là, je me dis, wow, est-ce que c'est Greenpeace qui a écrit ça ou c'est le gouvernement du Québec?
c'est beau, là, ce que je lis là, c'est magnifique. Sauf que ce que je vois en réalité, c'est un gouvernement qui parle de troisième lien, qui va être carboneutre en plantant 5000 arbres, alors que la solution serait le transport en commun et le covoiturage si on parlait vraiment de développement durable. Il y a beaucoup de projets, en fait, là, que les gouvernements sortent qui ils nous font miroiter une espèce de développement durable, mais malheureusement, la grande majorité des projets que le gouvernement sort en essayant de nous avaler, faire avaler que c'est du développement durable, moi, je m'excuse, mais je ne vois pas beaucoup de projets de développement durable qui émanent du gouvernement. Fait que je pense qu'il faut faire attention. Un autre exemple là, de développement durable douteux, c'est, mettons, un promoteur commence à fabriquer un gadget en plastique qu'on vend comme pratique. Je ne sais pas, moi, il y en a plein là, de ces trucs-là qui sortent. Il n'y a pas d'exemple comme ça qui me viennent en tête. Là, vous en connaissez sûrement plein. Le procédé de fabrication est écologique, les gens ont un bon salaire, donc la justice sociale est au rendez-vous, le rendement de l'entreprise est au rendez-vous. Ça pourrait sembler un beau projet de développement durable, sauf que le gadget qui est produit, ben, lui, peut-être qu'il n'est pas durable et qu'il va se ramasser à la poubelle dans pas grand temps. Donc, les 3 critères du développement durable sont là, mais le produit qu'on met en marché, lui, il ne l'est pas. Donc, ce n'est pas non plus du développement durable. Fait que c'est comme je vous dis, c'est un concept là, très galvaudé et très malmené, le développement durable de tout bord, de tout côté. C'est pour ça, tantôt, que je vous disais, je ne veux pas être pessimiste, mais personnellement, là, des vrais projets de développement durable là, que moi, je juge durable vraiment, là, j'en vois pas tant que ça quand même. Il y en a, mais j'en vois pas plein. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe au Québec présentement au niveau du développement durable et c'est l'agriculture. Il y a, depuis surtout la COVID, là, il y a énormément de petits projets agricoles qui se mettent en place, des petites fermes bio un peu partout au Québec avec le concept de panier bio, là. Là, on est dans le développement durable direct, là. On est à répondre à un besoin de base vraiment important qui est la nourriture saine. On est dans l'environnement, on est dans tous les critères. Mais à part ça, il y en a peut-être d'autres, là, sûrement, mais il n'y en a pas plein. Bon, question pour toi, Claude. Pour nos organisations en économie sociale ou du territoire, mettons, ce serait quoi les étapes pour contribuer un peu? Parce que je comprends qu'on ne peut pas toujours, il ne faut pas toujours attendre après tout le gouvernement, là. Mais tu sais, pour pouvoir participer et pouvoir dire on fait un premier pas en tant qu'organisation vers, on veut tendre en tout cas au moins vers le développement durable puis avoir une éco-responsabilité plus marquée puis être un peu plus engagé là-dedans pour éventuellement que ça se reflète aussi sur les générations futures puis sur la population. De quelle façon tu vois qu'on pourrait s'y prendre? C'est-tu de partir au début avec un plan, de se faire un plan de développement durable pour une organisation? Puis là, quand je parle d'organisation, ça peut être un dépanneur de proximité, ça peut être un camp de jour, ça peut être peu importe. Ouais. Ce serait quoi Ben, écoute, je te dirais, Adam, là, d'emblée, là, c'est sûr que si tu veux faire du développement local réel dans ta communauté, c'est sûr que ça prend un plan. Tu ne peux pas tirer ça n'importe comment, sauf que ton plan, puis c'est souvent ça qui est triste, c'est que le plan, il ne faut pas qu'il vienne d'experts en développement local ou de gens qui pensent que les gens ont besoin de ça. Ce n'est pas ça du développement durable pour moi. Le développement durable, ça part de la réponse d'un besoin d'une communauté. Tu ne peux pas arriver, puis toi, Adam Desbiens, ou moi, Claude Lucier, en tant qu'agent de développement, décider que la Mingani a besoin d'une usine de transformation de petits fruits. Même si moi, je pense vraiment que la Mingani a besoin d'une usine de transformation de petits fruits, tu comprends? Ouais. Mais moi, ça fait 15 ans là, que je dis un peu plus que la Mingani a besoin de ça. Mais les acteurs du milieu, ils ne sont pas là pour le pousser.
ceux qui auraient besoin de cette usine-là. Fait que ce n'est pas parce que moi, j'identifie le besoin que le besoin est nécessairement ressenti par les acteurs du milieu. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, les plus beaux exemples de développement durable sur lesquels j'ai travaillé dans ma vie, c'est toujours parti d'un diagnostic participatif. C'est-à-dire, c'est toujours parti de « on va rencontrer les communautés », on leur demande c'est quoi les… ça me vient juste en espagnol, là, le FODA, les forces, les opportunités, les faiblesses et les contraintes des milieux. Donc, on commence avec ça souvent. Là. Il y a un nom en français pour ça, j'oublie, ça me vient juste en espagnol, je m'excuse, c'est le FODA. En tout cas, vous avez sûrement, ceux qui travaillent en développement local, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. On sort les forces d'une communauté. Donc, la force de la communauté, c'est tout ce qui est à l'intérieur même de la communauté. Donc, les bâtiments libres qu'on a, les corps de métier qu'on a, toutes ces choses-là. Après ça, il y a les opportunités. Les opportunités, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en relation avec l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose, un besoin de l'extérieur de mon village ou de ma région qu'on pourrait faire ici, qui pourrait être utile avec eux autres? Ou est-ce qu'on peut faire une association avec quelqu'un de l'extérieur? Après ça, les faiblesses d'une communauté. Puis après ça, j'oublie le dernier mot, là, mais la faiblesse de la communauté, c'est à l'intérieur, les faiblesses de l'intérieur de la communauté. Puis après ça, les menaces. C'est les menaces qui viennent de l'extérieur. Une fois qu'on a aligné ces 4 affaires-là, là, après ça, on peut dire, à partir de nos forces, nos faiblesses, les opportunités, puis les menaces et nos besoins, il faut définir nos besoins. Bien, quand on a tout ça en ligne, après ça, on peut faire un plan de développement local. Parce que là, c'est les gens du milieu qui nous ont dit c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, encore là, puis tout ça, puis comment on peut aller vers l'avant. Puis souvent, un diagnostic participatif comme ça, on finalise ça avec c'est quoi l'image de votre communauté ou de votre municipalité ou de votre région. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit dans 10 ans puis dans 25 ans? Puis quel projet il faut monter pour en arriver là? Ça, pour moi, c'est une démarche complète. Une fois qu'on a identifié les projets à faire, bien là, c'est de monter le plan d'affaires du projet. Puis comme je disais tantôt, monter là, une grille d'analyse pour voir si nos objectifs de développement durable dans le temps, ils sont bien atteints. Okay. Fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question, là, mais moi, si j'avais ça à faire, ça serait l'ordre dans lequel je le ferais. Parfait. Monsieur Brassard a une question, je pense. Oui, bonjour, M. Lucier. Intéressant, d'ordre plus général. On peut-tu avancer que, puis sur 2 volets, on peut-tu avancer que ce concept provient purement de nos sociétés occidentales? Puis, de par votre expérience que vous avez à l'international, auprès de communautés défavorisées, est-ce que pour ces communautés-là, c'est une préoccupation? Votre question est excellente. Je vous dirais, à la base, ce n'est pas une préoccupation parce que vous connaissez la pyramide de Maslow. Quand il faut répondre aux besoins de base, là, la nourriture, le toit, puis là, après ça, plus on monte dans la pyramide de Maslow, plus on va vers le loisir, en passant par l'éducation, la santé, puis tout ça. Puis là, comme malheureusement, dans ces pays-là, il y a un déficit au niveau de l'éducation, je vous dirais que instinctivement, c'est un besoin, mais non verbalisé ou non intellectualisé. Donc, les gens, ils sont conscients qu'il faut qu'ils améliorent leur sort, qu'ils ne peuvent plus bousiller l'environnement parce que la majorité de ces pays-là sont d'une dégradation assez avancée, là, plus que nous autres encore. Là, la désertification puis les changements climatiques dans ces pays-là, c'est assez féroce. Le désert du Sahara s'agrandit à une vitesse incroyable. C'est fou là, ce qui se passe sur la planète. Ici, on n'a pas trop conscience, là, mais les gens vivent ça rough. Fait qu'ils oui, ils savent qu'il faut qu'ils améliorent leurs conditions. Ils savent même, en général, ils savent comment. Mais
c'est comme je vous dis, ils ne vous diront pas, hey, là, il faut arrêter de faire du développement destructeur, il faut faire du développement durable, il faut respecter l'environnement, puis tout ça. Mais instinctivement, ils l'ont. Fait que quand on arrive, nous, puis qu'on commence à les sensibiliser par leur parler de ça, ils sont enchantés et enthousiasmés d'embarquer dans le processus. Par contre, comme je vous dis, moi, j'ai vu beaucoup en coopération internationale, malheureusement, des experts là, en toutes sortes d'affaires là, arriver puis dire aux gens, hey, vous autres, c'est ça, vous avez besoin, votre problème, c'est ça, vous avez besoin de ça, ça. Ça, là, moi, je ne suis plus capable. Je suis juste plus capable de voir ça. C'est contre-productif, premièrement. C'est frustrant pour les gens qui y travaillent parce qu'ils n'arrivent pas à faire un projet ou s'ils arrivent à faire le projet, ils partent l'année d'après, le projet est tombé. Puis ça ne répond pas aux besoins des gens au local. Fait que je dirais que ça a tendance à s'améliorer là, parce que les premières fois que je suis allé en coopération internationale, c'était à la fin des années 80. Là, c'est sûr que ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus conscient de l'importance de ces diagnostics participatifs-là, puis d'essayer de vraiment se coller à la réalité des gens puis à leurs besoins. Merci. Fait qu'écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça répond pas pire à vos questions. On aurait pu en parler une heure encore. Là. J'avais encore plein de stock, mais là, on est pris dans le temps un peu. C'est excellent. Hein? Oui, je pense que nous sommes confrontés aux contraintes du temps parce qu'on s'était dit que c'est une rencontre qui va durer 1 heure de temps. Bon, je veux dire que merci pour cette présentation, pour ces expériences que vous avez partagées avec nous. Ça a été fort intéressant. Peut-être on aura l'occasion prochainement, parce que les milieux explorateurs, ça va s'échelonner au courant de l'année. Donc, on aura peut-être l'occasion prochainement, sous peu de temps, peut-être d'organiser une autre séance sur le développement durable, dans laquelle on pourra beaucoup plus discuter sur les expériences pratiques. Donc, merci et je vais passer la parole à M. Desbiens qui va clôturer. Parfait, merci Ousmane. Merci beaucoup, M. Claude. Toujours, je te suis, moi, ça fait déjà un bon bout, là, puis je suis toujours passionné de t'écouter. Puis c'est très large, hein, le développement durable. Là, fait que, évidemment, on peut s'y perdre facilement, tout ça. Évidemment, je pense qu'il va y avoir une autre séance sur le développement durable parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On va regarder ça en équipe, on va voir qu'est-ce qu'on peut bonifier encore davantage pour aller creuser le sujet. C'est ce qui met fin pas mal à notre rencontre d'aujourd'hui. On vous remercie grandement. Éventuellement, bientôt, gardez l'œil sur nos médias sociaux, sur le pôle économie sociale. Il y a d'autres midi-conférences qui s'en viennent, dont l'une avec la culture et l'économie sociale, certainement une autre avec le développement durable. Puis l'implication et l'engagement d'économie sociale et communautaire qui est effectivement aussi, je pense, un gage de développement durable, c'est-à-dire que les entreprises d'économie sociale sont portées par leur communauté, sont portées par les administrateurs, tout ça, des gens qui sont engagés, qui sont bénévoles habituellement. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus qui est en lien avec notre sondage sur l'implication citoyenne. Donc, on vous remercie tout le monde pour aujourd'hui. La vidéo se retrouvera dès demain sur la chaîne YouTube du pôle économie sociale. Et encore un grand merci, M. Lucier. Merci, Ousmane. Merci à tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Merci, bonjour. Bye bye. Bye.